Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Je suis Tania Massouf, j'ai 44 ans et j'ai 3 garçons. Alors, je suis responsable de la Passerelle. Donc, je rappelle que la Passerelle est une entreprise qui a pour vocation de répondre à une problématique simple: comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, pour cela, on va travailler sur 3 axes. Le premier axe, qui est le coworking familial. L'idée, c'est que vous puissiez venir travailler accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, et pas des moindres, la parentalité, à travers des ateliers qui vont être collectifs, individuels, des rencontres, des débats. Vous apprendrez un peu plus chaque jour sur une parentalité qui soit la vôtre, pour qu'elle soit la plus sereine et la plus zen possible. Et la dernière partie qui verra le jour courant 2021, la conciergerie sociale et solidaire. L'idée, à travers ce concept, c'est que les parents, les futurs parents, puissent avoir l'esprit tranquille une fois que le bébé arrive. L'idée, c'est que vous puissiez nous confier toutes les tâches chronophages qui vous prennent aujourd'hui du temps, qu'elles soient administratives, logistiques ou tout simplement personnelles. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un papa. On va parler de la grossesse et plus précisément de la place du papa dans la grossesse, pendant la grossesse et j'ai envie de dire jusqu'à l'arrivée du bébé. Donc aujourd'hui, je reçois Jérémy et je vais laisser Jérémy se présenter en quelques mots. Bonjour Jérémy. Bonjour, alors du coup je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans et je viens de Champagne-Ardenne. D'accord, vous allez bien Jérémy? Très bien et vous? Ça va, merci. Alors, Jérémy, comme je l'ai dit, on va avoir on va dire un petit échange qui va être vraiment en 3 parties. La toute première partie, on va dire de l'annonce de la grossesse jusqu'à la grossesse. Comment ça se passe concrètement pour un papa et plus précisément, comment ça s'est passé pour vous? Dites-nous vraiment un peu tout, vos sensations, vos impressions, tout ce que vous voulez partager avec nous. Vous êtes vraiment le bienvenu. Je vous écoute. Alors du coup moi, quand ma femme Noémie m'a annoncé la grossesse, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. On a voulu commencer à avoir un enfant et Noémie a des soucis de thyroïde, donc du coup théoriquement, d'après le médecin, le bébé, on n'aurait pas dû avoir le bébé aussi rapidement. On devait attendre un peu plus de temps que ce qui aurait été de ce qui était prévu. D'accord. Et du coup, le fait qu'elle m'ait annoncé la grossesse beaucoup plus tôt que prévu, je n'ai pas su quoi dire. Donc, très chaud, enfin, pas forcément choqué, mais tout s'est bousculé dans ma tête. J'ai pas su réagir. J'en suis resté bouche bée. Ouais. Et c'était, en fait, toutes les sensations s'est bousculées. La joie, j'étais tellement surpris, choqué, mais en même temps tellement heureux et hâte de pouvoir vivre aussi la grossesse en tant que papa. Et c'est vrai que tous ces sentiments-là se bousculent en même temps dans notre tête. C'est pas forcément évident, quoi, à gérer. C'est ça. Toutes les réactions peuvent être différentes. La mienne, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas su quoi dire. J'aurais jamais pensé être comme ça. Au contraire, moi qui a souvent le petit mot pour rire, etc. Là, non, je n'ai vraiment pas su quoi dire. Voilà. Mais après, par rapport à ce que vous disiez au début, par rapport au souci de thyroïde, peut-être qu'effectivement, c'est arrivé tellement vite que finalement, vous n'étiez pas préparé en disant, voilà, on aura le temps que ça fonctionne, je serai prêt. Alors qu'en fait, là, c'est arrivé comme ça, sans prévenir un petit peu, quoi. En fait, j'étais déjà prêt à être papa, enfin, en tout cas, à avoir la grossesse avec ma femme, mais pas tout de suite, parce que le médecin était, comment dire, pessimiste sur le fait que ça arrive aussitôt. Pour lui, ça n'aurait pas dû arriver en 2019, l'annonce de la grossesse, mais plus en début 2020. Et du coup, c'est vrai que ça a changé quand même la réaction que j'aurais pu avoir. Je me doutais que j'allais avoir l'annonce assez rapidement dans les 2-3 mois qui suivaient par rapport à la date d'annonce. Mais pas ce jour-là, en fait. Je m'attendais pas à ce jour-là. D'accord. Et au contraire, c'est très très bien quand même. Hein. Y a pas de... La joie est immense de savoir qu'on va être papa. Voilà, c'est juste la surprise qui vous a laissé, on va dire, bouche bée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez pu aller à la première échographie de Noémie ou pas? Alors, j'ai pu faire la première et la deuxième, ça c'est sûr. Je ne sais plus si la troisième, c'est l'annonce du sexe. Oui, c'est vrai que généralement, ouais. Donc j'ai pu faire aussi la troisième. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé comme épidémie, je n'ai pas pu assister aux autres grossesses à part la toute dernière.
D'accord. Non, pas la grossesse, l'échographie. L'échographie. J'ai pas Oui. participé à toutes les autres échographies, sauf à la dernière. Et la frustration, parce que je l'emmenais faire ses échos. Et, euh, et j'ai dû attendre dans la voiture à chaque fois, et c'est vraiment très très frustrant pour un papa. En Ben tout parce que cas, pour ma part. ouais, faut le rappeler que enfin Noémie a été enceinte en plein Covid à l'heure au moment où on fait le comment dire le podcast. Donc effectivement, vous l'emmeniez effectivement à l'écho, mais vous restiez voilà dans la voiture. Concrètement, si vous deviez repenser un peu à ces sentiments, Jérémy, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là en vous disant voilà, je l'accompagne, mais finalement, je reste un peu à la porte et je profite pas de tout quoi. Quel a été votre état d'esprit? Voilà, ouais. Une grosse frustration parce que on sait pas ce qui se passe, on sait pas les. En fait, j'ai dû attendre que ma femme revienne dans la voiture pour tout savoir pour savoir ce qui s'est passé durant le rendez-vous. Mhm. Alors que pendant les 3 premiers et le dernier, j'étais là, j'étais rassuré par la personne, j'étais en contact aussi avec le gynécologue et donc rassuré par cette personne. Mhm. Alors que là, j'étais dans la voiture frustré parce que je n'ai pas pu assister à ces événements. Qui pour moi était très important et auquel je n'ai vraiment pas pu assister. Donc de la frustration et un peu de colère parce que ils autorisent les moments à venir mais pas l'accompagnant, alors que l'accompagnant dans les 3 quarts du temps c'est souvent le compagnon ou quelqu'un qui vit avec cette personne. Et du coup que la personne aille à l'écho sans son accompagnant entre guillemets, alors que la personne vit avec elle, c'est très frustrant quoi. Ben, Le sentiment de frustration est vraiment très très présent. Alors ma femme me montrait les photos qu'elle a fait pendant que l'écho était là, enfin pendant qu'elle faisait l'écho. Mais ça reste quelque chose de difficile, de difficile, ouais. Parce qu'effectivement, ouais, j'imagine même si effectivement elle vous racontait tout. Si vous avez des questions, vous ne pouvez pas la poser à la personne justement qui fait l'écho parce que vous n'étiez pas là. Donc c'est un peu raconter l'histoire mais par la personne interposée et pas à l'instant T, pas le vivre en fait. C'est ça. C'est ça le plus dur, c'est de pas. Je ne suis pas dans le domaine médical contrairement à ma femme, donc elle connaît plus de choses que moi, même si elle m'explique. Je n'ai pas vu la personne en direct, donc c'est plus compliqué à comprendre, à avoir les bons mots, Alors ma femme m'a quand même énormément rassuré, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il m'a manqué le rendez-vous avec le gynécologue et la vision de l'échographie. Ouais. Et ça c'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'était quelque chose de très très dur à vivre. De très, ouais, d'accord. Je voulais vraiment vivre la grossesse autrement que comme ça. D'accord. En tout cas, l'échographie. Est-ce qu'on peut dire, Jérémy, que vous avez alors, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est comme si on vous avait un petit peu volé un peu la grossesse de votre femme. Pas volé, mais haché, coupé. Ah, d'accord. Ouais. On va pas dire volé parce que c'est un mot qui est quand même très très fort, mais on va dire que sur les 100%, j'aurais voulu vivre ça à 100%, et j'ai fait ça qu'à, on va dire 60-70%, et ça reste, en fait, j'ai eu une bonne partie quand même de la grossesse malgré tout, parce que ma femme me faisait les comptes rendus entre guillemets, mais ce n'est pas vécu, donc il manquait quelque chose. Ouais, il y a un goût d'inachevé, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, je vais volontairement, on va dire entre guillemets, vous embêter. C'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un papa aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grossesses vis-à-vis de la femme, de ses sentiments. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui se disent, le papa n'est pas impliqué, c'est pas important qu'il vienne aux échos. Et là, de vous entendre, on voit quand même que voilà, en tout cas pour certains papas, et je pense pour beaucoup de papas, c'est important qu'ils soient impliqués, qu'ils aient un rôle, qu'ils aient une place vraiment dans la grossesse. J'ai envie de dire, mais vraiment jusqu'au rendez-vous médical, quoi. On voit bien que c'est pas du surplus, c'est pas juste un rendez-vous médical, c'est vraiment je m'implique et je vais à fond avec ma femme, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, si vous voulez, par rapport, alors c'est un peu vieillot, mais moi, en discutant avec mes parents, mon père a quand même assisté à beaucoup d'échos, mais ce n'est pas la même chose entre mon père et moi, ce que je vis. À la différence, c'est que le bébé, on le fait à deux, même si c'est la maman qui porte le bébé. La maman reste très fatiguée, ça prend énormément d'énergie. Maman travaillait aussi, même si papa travaille,
papa, enfin pour moi être papa, ce n'est pas juste oui, bah j'attends que le bébé soit là et voilà, je m'en occupe après. Ouais. Non, je voulais aider ma femme dans ce moment-là et être présent un maximum. Du premier enfant, parce que le deuxième, je pense que ce sera pas tout à fait la même chose non plus. Ouais. Du premier enfant, je voulais tellement vivre la grossesse à 100%. Et ben, du coup, non, je l'ai pas vécu comme ça et ça m'a frustré sur le coup. C'est vrai que c'est très très dur. Ouais, d'accord. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui, Jérémy, cette frustration, elle est encore présente ou alors vous êtes dit, bon, d'accord, on m'a volé une partie. Voilà, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un petit peu, pas de la rancœur parce que le mot est fort, mais est-ce qu'il y a encore, voilà, ce sentiment amer en se disant, ouais, ils m'ont quand même pris cette partie-là, quoi. Ben, ça reste dans un coin de ma tête, hein. Ouais. C'est vrai que quand on parle avec ma femme d'une éventuelle deuxième grossesse, j'y pense. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai la crainte. C'est plus de la crainte de revivre la même chose parce que le virus est encore présent et même si on entend certaines choses, informations par rapport à l'évolution, à l'heure actuelle, le virus est là. Donc j'ai pas envie de revivre encore la même grossesse. J'aimerais la vivre autrement. Ouais, comme vous l'aviez imaginé, j'ai envie de dire, pour la première fois, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. D'accord. Pas le fait que la grossesse, même si j'étais présent avec ma femme, j'étais en télétravail, donc j'étais quand même à la maison. Mais je l'ai pas vécu comme je voulais vivre avec cette épidémie et c'est on sait que c'est pas de notre faute parce que voilà, c'est l'événement qui est arrivé qui est quand même très conséquent avec la maladie plus le nombre de personnes qui sont décédées. C'est quelque chose de très très grave, mais pour la grossesse que je voulais vivre avec ma femme, ça a été assez compliqué. Ça a été, ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que, avec le recul, Jérémy, maintenant que votre fille est un peu plus grande, j'ai envie de dire, quel conseil conseil entre guillemets, vous pourriez donner à un papa qui serait amené un peu à vivre ce que vous avez vécu avec un peu ce sentiment amer, en se disant on m'a un petit peu enlevé une partie de la grossesse. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil ou juste lui dire? Comme conseil, pas vraiment, de juste de se dire que voilà, on enlève un morceau de la grossesse, mais ce n'est pas de la faute du papa. Le papa était disponible, était prêt. C'est un aléa de la vie qui fait qu'on m'a enlevé cette partie-là. Maintenant, si le papa avec sa femme, sa compagne, veulent avoir 2-3 enfants, qu'ils se disent aussi dans la tête derrière, je sais que je vais avoir 1 ou 2 grossesses supplémentaires avec ma femme et je vais pouvoir la vivre autrement si la situation s'améliore. D'accord. Donc moi je garde l'espoir que la situation s'améliore et ce que je pourrais dire au papa c'est qu'il garde l'espoir que la deuxième grossesse ou la troisième soit différente de la première pour qu'il puisse la vivre comme il aurait voulu la vivre. D'accord. Et justement au lieu de la vivre à 100%, cette fois-ci la vivra peut-être à 110 ou 120%. Oui. Encore plus. D'accord, ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous pourriez dire, alors sans donner de leçons, parce qu'on n'est pas là pour ça, qu'est-ce que vous pourriez dire à un papa, pour lequel sa femme est enceinte, d'accord, et qui a peut-être du mal à s'impliquer ou qui se dit, ça reste qu'un examen médical, j'ai pas envie d'y aller. Vous, avec votre sentiment de père aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Alors, pas pour le forcer à changer d'avis, si c'est son avis, mais pour lui dire un peu pourquoi c'est important. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces papas? Leur dire que c'est une chance d'accompagner sa femme à la grossesse. Après, le choix reste personnel. Je ne pose jamais ou dirais à n'importe qui de dire il faut vivre la grossesse avec sa femme vraiment à 100%. Moi, c'est mon point de vue. Chaque papa a un point de vue différent ou va vivre la grossesse différemment. Donc, moi, je sais que j'aurais pu m'arranger pour vivre la grossesse avec toutes les échos. Sauf que je n'ai pas pu avec le virus, alors que certains papas me diront non, j'ai pas envie, ou oh non, bon, le gynéco il a une demi-heure, j'ai pas envie d'aller voir le gynéco pour 5 minutes de rendez-vous. Et je peux le comprendre totalement. Là-dessus, il n'y a pas de. Chaque papa vit la grossesse qu'il veut et. Dès qu'il est en accord avec ça, quoi. Du moment qu'il est en accord avec sa femme et qu'il n'y a pas de souci dans leur couple par rapport à la grossesse et aux échos, le papa peut faire ce qu'il veut. Ouais. Mais moi, j'aurais voulu le vivre plus que ça. Plus que ça, quoi. D'accord. Ok. D'autres choses à dire par rapport à la grossesse, d'un point de vue papa, que vous auriez pas envie de partager avec nous avant qu'on passe à
à la naissance? Le petit moment aussi où j'ai eu un peu de mal, c'est quand les premiers mouvements de bébé dans le ventre. Ah, Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, on va dire. mhm, En fait, ma femme ressentait les mouvements, elle arrivait à les voir sur son ventre, mais moi, je les ai vraiment pas vus de suite. Et d'accord, c'est quelque chose qui m'a marqué. d'accord. J'aurais voulu, ou en tout cas, des fois, je regarde encore. Ça m'est arrivé de regarder une vidéo il y a pas longtemps du ventre de ma femme, Mhm, parce que je voulais faire un tri dans mon téléphone sur les photos et vidéos, et je suis retombé sur une vidéo où là, je voyais le mouvement, alors qu'il y a un peu plus de 7 mois, environ 7 mois ou 8 mois, je ne le voyais pas. d'accord. Et je me dis, peut-être j'ai peut-être manqué une petite partie aussi Ouais, du moment où on sent les mouvements de bébé dans le ventre de hmm, maman. d'accord. Maman le sent forcément parce qu'elle l'a à l'intérieur, donc Bah elle oui. sent tous les mouvements. Hmm, Et le papa, maman, elle sait où bébé il a tapé, donc maman voit le mouvement, mais le papa le voit pas du tout, lui. ouais. Il faut qu'il ait l'œil au bon endroit sur le ventre au bon moment. Au bon moment, ben oui. Hmm, d'accord, C'est quelque chose de très compliqué à voir pour un papa. d'accord. Et Jusqu'à temps où vraiment bébé faisait des gros mouvements et là on voyait vraiment bien les bosses. voilà, je veux Ah dire, oui. vers la fin, je pense que là, les bosses, on les voit réellement. Mais effectivement, je veux dire, au milieu de la grossesse, il faut vraiment, effectivement, avoir l'œil au bon moment, comme vous dites, quoi. Sinon, on loupe la fraction de seconde où bébé a bougé. C'est ça. Mm. Et une autre question également, alors que je me suis toujours posée, est-ce que quand bébé bougeait, est-ce que ça vous arrivait d'avoir peur de voir un petit peu ces mouvements? Je parle vraiment vers la fin où là on voyait vraiment les bosses un petit peu, voilà, comme un tsunami. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur ou pas du tout? Pas du tout, au contraire j'étais content de les voir. D'accord, Parce que ok. du coup j'ai eu l'occasion de tout voir, et Ouais, quand je les ai vraiment bien vus, parce que des fois c'était limite, j'avais l'œil qui arrivait mais la bosse redescendait, donc bon, juste pour le voir. ouais, La fois entre le 8e et le 9e mois, vraiment le dernier mois de grossesse, non, j'en ai vraiment profité à ce moment-là. d'accord. Ça a rattrapé le petit manque que j'ai eu au début. D'accord, ok, d'accord. Ok, pas de souci. Là, donc on va parler maintenant de une fois que bébé est là et puis de l'après, si vous voulez bien. Par rapport au papa, voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? L'arrivée d'un bébé est quelque chose d'extraordinaire. Je peux même pas mettre de mots sur l'arrivée d'un bébé dans un couple. Je trouve que c'est le mot qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est magique. Ouais. C'est vraiment un sentiment. L'arrivée, en fait, on voit le petit être grandir dans le ventre de maman malgré tout, Mhm. même avec l'épidémie qu'il y a actuellement. Mais l'arrivée et de le voir en vrai, ça a été un bonheur immense, ça a été un moment magique. Après, bon, l'accouchement s'est en soi bien passé. C'est juste la première heure de bébé qui a été un peu plus compliquée parce qu'elle a dû être sous couveuse au tout début et Mhm. après sous peine en même temps parce qu'elle était légèrement en dessous. Et une fois qu'elle a pris le sein la première fois, tout s'est arrangé, tout s'est remis en place et plus besoin de rien. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on se dit, ça y est, elle va bien, elle est en sécurité, elle est en bonne santé, elle est en train de manger. Ça y est, on peut souffler. On peut D'accord. souffler. Tout à l'heure, vous disiez magique, Jérémy. Est-ce que c'est le seul sentiment que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu, alors magique, soulagé, est-ce qu'il y a eu un peu de peur? Il y a un peu de peur parce que on s'inquiète, on sait qu'on va s'inquiéter pour ce petit bout de chou, ce petit bébé de sa vie. Et forcément, et pourtant c'est bête, hein, parce qu'il vient seulement d'arriver et on s'inquiète déjà pour son avenir. Ouais. Et c'est un sentiment vraiment, l'accouchement c'est vraiment bizarre parce que on a énormément de joie et de bonheur de partager ça parce que j'ai pu vivre l'accouchement, j'ai eu la chance. Et je remercierai mon entreprise pour m'avoir laissé mon après-midi pour assister à l'accouchement de ma femme. Mhm. Mais d'avoir eu l'occasion de vivre ça, c'est quelque chose de magique, oui, Ouais. de magique. D'accord. Magique. Toutes les sensations et les sentiments qui se bousculent encore une fois, c'est tellement de joie, de bonheur et c'est un moment magique, mais en même temps on commence déjà à s'inquiéter et à se faire de petits soucis, surtout quand bébé a des petits soucis dès l'arrivée, quoi. Mhm.
Voilà. Ouais. Là, on s'inquiète. Et après, ça s'arrange, tout s'arrange. Mais Ça, ouais. D'accord. donc, tout se bouscule encore dans la tête, dans le cœur. Et c'est un peu... c'est un peu excusez-moi du mot, mais le bordel. Non, mais c'est bon. Mais il faut le dire. Comme on dit, on dit pas assez les choses et c'est parfois le bordel, en fait. Et est-ce que justement, entre guillemets, ce bordel, comment dire? Parce on parle beaucoup effectivement du changement d'identité de la maman, qui devient, on va dire, femme et qui devient mère, mais par rapport au papa, justement ce fameux bordel, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé également et d'être venu vraiment de Jérémy à je suis papa? Est-ce que cette transition vous l'avez ressenti aussi ou pas? Je l'ai ressenti à la fin de la grossesse quand on est arrivé dans le dernier mois. Mhm. Jusqu'à l'accouchement, donc on va dire que j'ai eu à peu près un mois pour me faire vraiment à l'idée que je ne serais pas juste moi Mhm. et le papa derrière et non, en fait je l'ai accepté assez rapidement et D'accord. bien. Quelque chose qui se fait assez facilement quand on est vraiment quand on a vraiment le désir d'être papa. Mhm. D'accord. Et un peu d'appréhension, ça pour moi c'est venu assez rapidement. D'accord, ok. D'accord. Et est-ce que... Alors, on a dit là, bébé est en sécurité, maman aussi. Bon, parfois, bébé a des petits soucis, voilà, c'est un peu normal par rapport à la naissance. Mais est-ce que, par exemple, vous avez vu un changement d'identité chez votre femme? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, là, effectivement, enfin, c'est pas que physique, il y a vraiment, psychologiquement, voilà, on va vraiment plus loin que le fait qu'elle ait accouché. Il y a quelque chose qui a changé. C'est une nouvelle personne en face de moi. Est-ce que vous l'avez ressenti et vécu ça? Alors pour moi, elle reste toujours la même personne, hein, mais elle a gagné en comment dire, pas en qualité, en expérience, en Mhm. vécu et elle a évolué. Voilà. D'accord. Le bon terme, c'est pas vraiment une personne changée, c'est une personne qui évolue. C'est une D'accord. évolution continue, hein, c'est d'être parent, c'est le stade classique. On naît, on grandit, on devient adulte, on crée son foyer, puis sa famille, Mhm. et c'est-à-dire qu'après on élève les enfants, et puis ces enfants-là vont devenir adultes, Mhm. vont créer leur foyer, vont créer leur famille, et c'est un cycle comme ça, c'est une évolution de la personne. D'accord. Et c'est une autre évolution par contre. Ouais. Mais il y a des choses qui peuvent se passer durant cette évolution, mais ça, voilà. D'accord. Est-ce que justement cette évolution, Jérémy, alors est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ben d'accord, on était mari et femme, on pouvait sortir quand on voulait, on pouvait vivre comme on voulait. Est-ce que justement à un moment donné de la grosse fin, de la naissance, vous vous êtes dit ben ouais, les choses ont vraiment changé et je suis responsable de naître et je peux plus en fait revenir en arrière et avoir la vie que j'avais. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou vous l'avez vécu cette impression? Alors ça, pour le moment, je le vis parce que bon, avec le confinement, etc. Mais ça n'empêche pas des jeunes parents de faire ce qui entre guillemets pas ce qu'ils veulent, mais j'ai eu l'occasion au mois de septembre de faire un mariage d'un cousin. Mhm. On y était en tant que jeunes parents, et c'est pas pour autant qu'avec ma femme on n'a pas pu profiter du mariage, de s'amuser. Moi j'ai la chance d'avoir des cousins et cousines qui sont aussi jeunes parents, Mhm. qui n'ont pas forcément voulu aller danser à ce moment-là, qui s'occupaient de leur enfant. Moi la petite était dans la poussette et elle dormait pendant le repas le soir, Mhm. donc pas forcément compliqué. On était tous ensemble à la table. On leur a dit bah, écoutez, on va danser un petit coup tous les deux, ça vous dérange pas de la garder 2 minutes le temps qu'on danse? On a été danser, ils l'ont gardé avec plaisir. Non, on peut continuer à le faire, mais c'est moins fréquent. Voilà. Voilà. Mais c'est pas non plus, on ne fait pas une croix sur sa vie d'avant, j'ai envie de dire. Elle va changer, elle va évoluer, mais on ne passe pas du stade de fêtard à moine, quoi. On a quand même une vie aussi. On peut avoir une vie sociale avec un bébé. Exactement, on peut toujours sortir voir des amis, aller voir sa famille. Pour le papa ou la maman, se mettre d'accord qui conduit à l'aller, qui conduit au retour, Mhm. par exemple, qui décide de faire le SAM. Hein. De toute façon, il y Ouais. a un des deux qui doit être responsable à ce moment-là. Ou alors si on dort sur place, en fonction du repas, si c'est en famille, chez les amis. Non,
on peut toujours profiter de l'instant de faire des soirées sans forcément boire beaucoup d'alcool. Parce que des fois, il faut pas se le cacher aussi. Oui. On a envie de décompresser et donc l'un des deux va consommer un petit peu d'alcool et pas se mettre vraiment très très mal. Le lendemain, il y a un petit bébé à s'occuper, donc mais avec modération. Oui. Avec modération. En profiter en étant modéré. D'accord, oui. En fait, on a plus à se modérer, à se raisonner, plutôt que de se dire oui, je m'en fiche, je fais ce que je veux, je suis adulte. Et demain j'ai rien à faire, c'est pas grave. Voilà, c'est Non, ça, oui. D'accord. C'est plus comme ça. J'ai mon enfant à m'occuper le lendemain. Si je bois un coup, je bois avec modération parce que le lendemain, je sais que je vais devoir gérer aussi l'enfant. Voilà. Donc c'est pas de la privation, c'est plutôt voilà, on fait tout avec modération parce qu'effectivement, mais là on est parents et on a une responsabilité supplémentaire qu'on n'avait pas avant. C'est ça. On profite, mais avec plus de, je vais pas dire de retenue, mais vraiment avec, on y réfléchit plus, vraiment plus. Pour le petit rappel, pour le mariage, ma femme m'a conduit après le repas le soir. J'ai fait la route avec elle. Bon, même si c'était très dur parce qu'on était fatigués tous les deux. Je n'ai pas bu à outrance, j'ai bu avec modération. On a fait le vin d'honneur. C'est moi qui ai conduit après le vin d'honneur, donc j'ai bu une bière. Non, j'ai bu 2 bières au vin d'honneur. Le vin d'honneur a duré 4 heures. Donc c'est avec modération parce qu'on avait la petite. Au repas, c'est elle qui a conduit à la fin du repas. Donc moi, j'ai pu boire un petit peu de vin à table, mais sans non plus boire 4 bouteilles de vin. Enfin, oui. On peut goûter le vin comme ça parce qu'il y a plusieurs vins différents. Souvent à un mariage, on peut le goûter, mais sans forcément prendre des grands verres ou boire des grands verres de vin. Voilà, oui, voilà, on profite, mais différemment. Ouais, voilà, c'est ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire, Jérémy, si vous le voulez, là, on va maintenant. Donc là, on a vu vraiment jusqu'à la naissance, jusqu'au premier jour. On va essayer d'aborder la période ce qu'on appelle le mois d'or, les fameux 30 premiers jours de la vie d'une femme qui devient mère, et puis un petit peu le postpartum. Ça vous convient? Pas de souci. Donc je disais, Jérémy, là on va parler un petit peu du mois d'or. Donc je rappelle, le mois d'or, c'est vraiment les 30 premiers jours qui suivent la naissance d'un bébé. Et là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quel a été votre... comment ça s'est passé pour vous les 30 premiers jours de l'arrivée de votre enfant avec votre femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des réussites, des choses particulières, mais vraiment parmi les 30 premiers jours de la naissance de votre enfant? D'accord? D'accord. Alors, je vous écoute, dites-moi tout. Donc là, bébé est en sécurité, maman aussi. Tout le monde rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe concrètement là pendant les 30 premiers jours? Est-ce que déjà vous avez pu prendre vos congés paternité? Ou est-ce que vous les avez pris après? Comment vous êtes organisé dans la tribu en fait? Alors, on a fait le choix avec ma femme que je garde le plus gros de mes congés paternité pour partir en vacances l'été. D'accord. Vu qu'elle est arrivée au mois de juin, le fin juin. Plus mi-juin, pardon, parce que c'est vrai que c'est plus proche de mi-juin que de fin juin. Et du coup, on a fait le choix. J'avais le droit à 14 jours ouvrés. Donc, du coup, j'avais 3 jours imposés par l'entreprise. Et j'avais le droit à 11 jours supplémentaires. Donc, ces 11 jours-là, je les ai gardés pour l'été. Mais j'ai quand même posé de mémoire 5 jours de congé pour pouvoir profiter d'être un petit peu avec la maman et la petite. Les 30 premiers jours sont mitigés parce que il y a la loi est bien conçue pour la maman, mais pour le papa, je trouve que c'est compliqué parce que même avec 14 jours ouvrés, ce qui est déjà quand même pas mal, ça fait 2 semaines, mais le seul problème c'est que le papa, au bout de 2 semaines, il doit déjà retourner travailler et ne peut pas profiter comme il pourrait éventuellement vouloir profiter de son bébé. Moi, j'ai fait le choix de retravailler assez vite. Après, j'avais la chance de travailler à même pas 10 minutes de la maison. Ouais. J'étais vraiment pas très très loin, donc je quittais, je rentrais, on n'en parlait plus. Sachant que bébé dort quand même beaucoup au début. Ouais. Ça dort quand même pas mal. Mais en fait, j'en ai profité quand même. Mais c'est vrai que la loi pour le papa est un peu juste. 14 jours, je trouve que c'est un peu juste. Ouais. C'est vrai que c'est court comme temps pour profiter de maman et surtout maman qui a eu quand même pendant 9 mois environ un bébé qui grandit dans son ventre, un accouchement
Et au bout de 14 jours, la maman, elle a même pas eu le temps de se reposer parce que, oui. en plus, ma femme a fait le choix d'allaiter. Donc, l'allaitement, c'est très, très énergivore, hein. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie à la maman. Et du coup, elle n'a pas eu le temps de se reposer, de récupérer en 14 jours, quoi. Et c'est très compliqué parce qu'on sait que le papa, on n'a pas forcément beaucoup de congés d'avance, ou on en a utilisé un peu avant, ou on peut pas en prendre parce que c'est sa première année dans l'entreprise. Il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas forcément le nombre de congés ou de jours qu'on souhaiterait. Et la loi, je la trouve faible par rapport à ça. Donc c'est un sentiment de bonheur, mais en même temps mitigé parce que le papa ne peut pas profiter et aider maman à se reposer dans les 30 premiers jours. Ouais, c'est ça. Après, avec bébé et maman, c'est vraiment que du bonheur. Nous, je sais que le bébé, on le mettait dans la petite balancelle qu'on nous a offert. Elle se balançait avec un petit mouvement, avec un petit moteur électrique. On a pu la mettre face à nous et nous, on était avec elle. On a pu en profiter, la voir se reposer, la voir avec nous. C'est extraordinaire. C'est vrai. Non, mais le nombre de jours pour profiter de maman et de bébé, c'est très faible. Très, très faible. Encore plus quand on décide de pas tout prendre dès le début. Voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait. Et c'est vrai que, comme vous le dites, on a 9 mois pour vivre la grossesse. Et en fait, limite, on a 9 mois pour la grossesse, l'accouchement. Et en fait, il faudrait qu'en 14 jours, on soit déjà reposé et guéri de tout ce marathon. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est impossible, même pour un sportif qui travaille pendant 9 mois, 14 jours, c'est rien du tout pour le repos, quoi. On n'a même pas le temps de se reposer, que les papas reprennent le boulot. Donc c'est juste, j'ai envie de dire, terrible pour les mamans d'aujourd'hui, de vivre ça, quoi. C'est ça. C'est ça, surtout que maman de son côté, elle peut travailler jusqu'à un certain temps, et ça peut être aussi encore de l'énergie consommée, et maman sera encore plus fatiguée. Noémie, avec une grossesse, je vais pas dire compliquée, mais avec quelques petits soucis, elle m'a fait quelques petits vertiges, quelques petits malaises, mais dans l'ensemble ça a été. Et le problème, c'est que même de porter un bébé, on l'a vécu dans notre lit. Le problème, c'est que maman et bébé prennent énormément de place. Et maman a besoin de place pour dormir et bien dormir, pour que bébé puisse être en forme et que maman aussi. Donc nous, on avait fait le choix pendant la grossesse que je dorme dans la chambre d'amis pour que maman puisse se reposer un maximum. Et quand le bébé est arrivé, le problème, c'est que bébé, au début, on l'a gardé entre nous dans un lit de 140. Donc déjà, pour 2 adultes, un 140, c'est un peu juste. C'est un peu juste, oui. Donc bébé avec nous au tout début, pendant 15 jours, elle a dormi avec nous. Maman, au début, papa voulait que bébé dorme dans son lit. Et papa en avait marre de se relever régulièrement pour vérifier si bébé ça allait. Au début, parce que voilà, le petit stress, le peur que le bébé, il y a un truc qui n'aille pas dans la nuit ou quelque chose comme ça. Donc bébé a dormi avec nous pendant au moins 15 jours. Et avec le temps, on faisait bébé au début dans le lit. Et puis en général, de mémoire, c'était vers 2-3 heures du matin où bébé se réveillait pour manger, donc du coup bébé finissait sa nuit avec nous. On a fait une petite transition sur le fait que bébé dorme dans son lit. D'accord. Et puis après, plus aucun souci pour que bébé dorme dans son lit. Au contraire, maintenant c'est vraiment bien qu'il dorme dans son lit, le bébé. Pour nous, pour avoir de l'espace, et surtout pour qu'elle soit habituée à dormir toute seule. Malgré. Oui, et puis il y a aussi l'intimité du couple aussi, quoi. Parce qu'on est parents, mais on n'est pas que parents. Donc à un moment donné, il faut aussi anticiper, prendre en compte, ce type de choses, quoi. J'allais y venir parce que pendant ces 30 premiers jours, papa, tout ce qu'il peut faire, c'est aider maman. Parce que maman, pendant les 30 premiers jours, j'en voudrais jamais à ma femme. Ça, il n'y a aucun souci, j'en voudrais jamais. Maman a vraiment plus pris soin de bébé. Que de prendre soin d'elle et de prendre soin de son mari. Mais en même temps, l'arrivée d'un bébé chamboule pas mal de choses. Dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, c'est pas un souci. Mais c'est le temps de se roder, de se mettre en place. On s'est parlé plusieurs fois par rapport à ça et ça a été dur au tout début. Je vais pas mentir, c'est vrai que les 15 premiers jours, papa il porte pas bébé, papa il donne pas le biberon à bébé parce que maman donne le sein.
les 15 premiers jours ont été un peu compliqués pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai. Euh, Après, ma femme a pris le tire-lait. Mhm. Donc du coup, avec le tire-lait, le lait dans le biberon, et le premier biberon, je crois que ce sera ancré dans ma mémoire à vie. Je ne pourrai jamais oublier cet événement-là, de donner le biberon à ce petit bébé. C'était quelque chose de... Ouais, qui vous a chamboulé. J'en ai des frissons encore pour en parler, mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai enfin pu... à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je suis enfin père, quoi. Je suis... là, ça a été le déclic total pour dire, bébé est là, mais j'ai pas eu mon rôle de père, j'ai eu plus le rôle d'assistant. Ah, ouais. C'est intéressant ce que vous dites là, ouais. Un peu un rôle d'assistant parce que maman s'inquiète énormément pour bébé, mais plus pour elle et plus pour papa. Ouais. Et papa, il s'inquiète pour les deux. Mais maman est vraiment tellement focus sur bébé que du coup, papa, tout ce qu'il peut faire, c'est être focus un peu sur le bébé, mais surtout très focus sur maman. Donc c'était plus de l'assistance jusqu'au jour où il y a eu le biberon. Et là, je me suis dit, ça y est. Là, je joue mon rôle de père et je peux enfin donner le biberon, le biberon à ma fille. Et ça a été quelque chose de... Enfin, ma fille, notre fille. Et là, ça a été quelque chose, voilà, d'extraordinaire. Et après, ça s'est arrangé. D'accord. À partir de ce moment-là, ça s'est arrangé parce que la frustration est partie en... C'est bête à dire, mais le fait d'avoir donné le biberon pendant 10 minutes, parce que c'était vraiment un tout petit biberon, ça a enlevé toute la frustration de 15 jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, les petites choses, comment ça peut égayer une journée ou nous rendre tellement heureux. Voilà. Mais après, du coup, les 30 premiers jours, les 15 premiers ont été compliqués, les 15 derniers se sont vraiment, vraiment bien passés. Maman a compris aussi qu'il fallait qu'elle laisse un peu papa avec bébé. Ah, ouais. Donc, papa a pu commencer à changer les couches. Papa a pu donner de temps en temps un petit biberon parce que maman était fatiguée. Donc, maman, quand le bébé dormait, maman, elle tirait le lait. Et du coup, papa, dès que bébé se réveillait pour manger, papa donnait le biberon. Donc là, elle aussi, elle a eu le déclic du... oui, c'est vrai que je suis pas toute seule pour m'occuper de bébé. Papa aussi est là. Et là, ouais. Mais je rebondis sur quelque chose que vous avez dit, enfin, sur deux choses, Jérémy. La première chose, les 15 premiers jours qui ont été un peu difficiles, avant le fait de donner le biberon, est-ce que vous faisiez, mais vous avez répondu, tout ce qui était, je change la couche, je fais le bain, je porte, je fais du pot à pot. Est-ce que vous l'avez fait ou pas spécialement, justement? Le pot à pot, je le faisais le soir pour qu'elle dorme, parce qu'elle adorait ça. Maintenant, plus du tout, hein, ça a bien changé. Mais au tout début, oui, je faisais du pot à pot et elle s'endormait régulièrement dans les bras. Justement, ce qui était compliqué, c'était de la poser dans le lit parce qu'elle se réveillait des fois. Donc, du coup, il fallait recommencer pour qu'elle se rendorme et ainsi de suite. Donc, des fois, les soirs n'étaient pas forcément évidents. Les couches, j'ai eu un peu de mal. Pourtant, je pensais être prêt, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'avais pas du tout cette vision-là de la couche. J'avais plus la vision actuelle des choses, entre guillemets, où c'était plus évolué au niveau du système digestif du bébé. J'avais dit à ma femme que le jour de l'accouchement, la première journée de bébé, je changerais la première couche. Je n'ai pas pu. Clairement, quand j'ai vu la chose, je n'ai pas pu. C'est un peu bête à dire. Impossible, je n'ai pas pu le faire. Donc, heureusement, ma femme, qui est dans ce domaine-là, un peu, quand même, qui est infirmière, elle a pu le faire avec l'aide de sa maman. Et le deuxième jour, j'ai changé la couche. D'accord. Une grande victoire pour moi, le deuxième jour, c'est ce moment-là. Mais non, les changements de couche, oui, j'ai des moments pour changer la couche ou pour le bain, on se mettait à deux, c'est-à-dire que je préparais l'eau du bain et maman lavait bébé ou inversement. Donc non, les tâches au départ étaient équitables, mais c'était le temps de présence avec le bébé. Maman passait beaucoup de temps avec. Et papa très peu. Donc c'est ça qui était compliqué. D'accord. Et vous pas les tâches pour bébé. Et est-ce que vous l'avez, alors Noémie vous disiez qu'elle avait le déclic au bout de 15 jours, mais est-ce que vous lui avez clairement partagé ce sentiment d'être l'assistant ou est-ce qu'elle l'a fait avant que vous partagiez le sentiment justement? On va dire que je lui ai pas dit, mais que je lui ai fait un peu comprendre. Parce que je suis quelqu'un de base qui ne parle pas beaucoup, qui n'aime pas, on va dire, dévoiler certaines choses. Et je préfère faire
Comprendre. d'une manière, on va dire, plus subtile. Le faire comprendre que de dire les choses qui peuvent des fois être blessées et qui peuvent être blessantes. D'accord, ok. Des fois, le dire trop brutalement, ça peut blesser la personne. Mhm. Donc, je l'ai fait comprendre, j'ai dit, mais c'est quand que je peux donner le biberon, par exemple, ou quand est-ce que je pourrais éventuellement donner le biberon. Je lui ai posé la question 2-3 fois d'affilée dans la même journée, et puis je pense qu'elle a eu des clics quand je lui ai posé plusieurs fois la question, parce que c'est vrai qu'au début, j'en avais parlé un petit peu, j'ai dit, oui, mais il y a le tire-lait, etc., mais elle le faisait pas. Et du coup, elle tirait le lait après, quand elle a eu le déclic, elle a tiré le lait, puis elle m'a dit, tiens, prends le lait, prends le biberon, et puis tu lui donnes. Et Ouais. c'est là où Vous avez... elle a compris que pour moi c'était important aussi de vouloir donner le biberon. D'accord. Alors, je vais poser une question et après, voilà, encore une fois, là par contre, vous n'êtes pas pour le coup obligé de répondre, mais c'est important, je pense, d'avoir la vue d'un papa sur ça. Est-ce que par exemple, si, parce qu'il y a des mamans qui font de l'allaitement vraiment exclusif, mais sans tirer leur lait. Est-ce que par exemple, si ça avait été le choix de Noémie, d'accord, comment est-ce que vous l'auriez vécu? Parce que j'ai envie de dire, tout le reste, vous auriez pu le faire, sauf justement cet acte de nourrir votre fille. Comment vous auriez vécu cela? Un peu, ça aurait été un peu dur. C'est vrai? Ouais, parce que du coup, moi, après, chaque papa est différent, chaque papa veut faire la chose différemment. Ma femme voulait vraiment faire que de l'allaitement pur et dur. Et à un moment, enfin, moi, on en avait parlé une fois, j'ai dit oui, mais tu sais, tu peux aussi tirer le lait pour que je puisse, moi, lui donner le biberon. Pendant ce temps-là, tu peux te reposer, etc. Au début, je pense que ça l'a pas percuté parce qu'elle pensait pouvoir gérer la chose. Mais au bout de 15 jours de fatigue encore cumulée avec bébé, plus l'accouchement et les 9 mois de grossesse, je pense que le déclic a été à ce moment-là, parce qu'elle a eu un gros moment de fatigue. Elle était vraiment fatiguée. Et puis plus pas une dispute, mais une bonne discussion, pour comprendre aussi que moi je voulais l'aider et que justement avec le tire-lait, c'était la solution pour que je puisse l'aider dans la nuit. Ne serait-ce que ça, par exemple, parce que c'est vrai que la nuit de maman, au début, quand elle allait, c'est des petites nuits. Oui. On va pas se le cacher. Les nuits de maman pendant l'allaitement est très très court. Ouais. Donc j'ai dit, tire ton lait avant de dormir. On donne le lait à la petite, tu donnes le sein, tu tires l'autre sein après. On met le biberon frais et elle se réveille. Je vais chercher le biberon et je lui donne le biberon et tu peux te rendormir et moi je m'en occupe. Comme ça, maman peut se reposer parce que bébé se réveillait 2 fois par nuit. Donc on aurait fait chacun une fois un coup l'un, un coup l'autre. Moi je voulais vraiment l'aider sur ça et en profiter pour vivre aussi mon rôle de père. Voilà. Ouais. Après, si la maman décide d'allaiter complètement et que le papa ça le dérange pas, je ne dirais pas au papa de forcer la chose. Mais c'est quelque chose qui est quand même bien parce que du coup on en profite. Moi je faisais du pot à pot en même temps, c'est-à-dire que je me mettais torse nu et je lui donnais le biberon torse nu. C'est vrai que comme ça j'en ai profité un petit peu. Ouais, vous avez pu... D'accord, ok. Voilà. Mais après chaque personne est différente et chaque personne voudra faire différemment, donc... Mais moi, je sais que je voulais donner le biberon et ma femme au début n'était pas d'accord et avec la fatigue, elle est devenue d'accord. Voilà. Bon, voilà, au moins il y a quand même de la communication, même s'il y a eu d'abord des allusions, mais il y a eu de la communication. Parce que c'est vrai que parfois on a des clashs, parce que justement, les parents ils se parlent pas et ils se disent, l'autre il devine ce que je veux faire. En fait, non. Même s'il devine, il n'est pas en état de deviner dans cette période-là. Il faut vraiment idéalement communiquer ou vraiment le faire entendre, mais il faut qu'il y ait une communication. C'est ce qui fait que la période du postpartum peut se vivre bien parce que la communication c'est vraiment un des piliers justement de cette période un petit peu bordélique, faut dire aussi les choses, hein. C'est un chamboulement, on devient tout d'un coup papa, maman et c'est pas forcément anodin quoi. Donc la communication peut, comme dans tout, pouvoir un peu dénouer tout ça quoi. D'accord. C'est vrai que la discussion reste quelque chose de très très important. Ouais. Il faut en parler, même si ça vire un peu malheureusement des fois au clash. Ce qui arrive dans un couple, ça arrive de se disputer ou de s'emporter sur certaines choses, de savoir en parler derrière et d'écouter l'autre, de vraiment l'écouter. C'est ce qui permet aux deux de mieux vivre la chose.
Non, mais c'est important. Voilà. De toute façon, c'est comme dans tout, il n'y a pas de communication. On arrive, voilà, dans le clash et puis c'est terminé. Donc voilà, même si c'est compliqué, c'est pas forcément facile à entendre ou à dire, ça reste le pilier pour que ça fonctionne, voilà, dans un couple, surtout après un enfant. C'est même, j'ai envie de dire, même primordial, quoi. C'est ça. C'est vraiment une chose très très importante de parler parce que maman va interpréter les choses de papa différemment, papa va interpréter les gestes de maman différemment. Donc il faut communiquer dans les premiers mois, on va dire, dans la période du postpartum. Hein, de toute façon, il faut communiquer énormément. Ouais, non, mais ça, je vous rejoins totalement. Alors, comme vous l'avez si bien annoncé, juste pour la conclusion, j'ai envie de dire, donc là, on n'est plus dans le mois d'or, on est à la période du postpartum. Comment est-ce que vous vivez, voilà, entre guillemets, cette nouvelle cohabitation à trois, puisqu'on n'est plus à deux. Comment ça se passe et puis qu'est-ce que vous ressentez? Et puis j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune papa, enfin un futur papa, qui peut-être appréhende un petit peu tout ça, le retour à la maison, la vie à trois, le fait de changer la couche, de donner le biberon. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous par rapport à cette dernière partie? Moi, c'est des choses que je voulais partager avec ma femme sur tout ce que le papa peut faire pour aider et soulager maman. Et c'est des moments que papa peut profiter pour être avec son enfant, avec son bébé. Parce que des fois la journée il travaille et maman elle reste à la maison parce qu'elle a pas repris le travail. Moi je sais qu'en rentrant ma femme me disait voilà il va falloir bientôt changer la couche et pas de problème j'y vais. Moi j'ai tiré mon lait, tu veux lui donner le biberon, pas de problème, je lui donne le biberon. Même si des fois la nuit j'étais un peu réticent. La fatigue aussi cumulée de tout ça. Ouais. Parce que bébé prend beaucoup d'énergie à un moment, mais papa brûle aussi beaucoup d'énergie à aider maman et à s'occuper un peu de bébé, de vouloir profiter d'un maximum de moments, en tout cas pour ma part. Ce que je pourrais dire, c'est que si le papa est vraiment investi et s'il veut s'investir, il trouvera toujours le moyen de s'investir dans la relation entre bébé et lui et entre maman et lui. Parce que le postpartum, malgré tout, avec l'évolution, l'être humain, le papa et la maman ont besoin de se retrouver aussi, ont besoin de revivre les choses comme avant bébé. Et c'est une période délicate, compliquée. Un acte qui était très anodin avant bébé, le rapport sexuel par exemple, est quelque chose de très compliqué pour certains moments à revivre après. Ouais. En tout cas pendant le postpartum. Donc papa, il faut pas qu'il se vexe ou qu'il s'emporte. Il faut qu'il laisse le temps à sa femme. Chaque maman gère la chose différemment. Une maman va peut-être mettre 1 semaine, 2 semaines à se remettre dans son rôle de femme, alors que certaines mamans vont mettre peut-être 5, 6 mois, voire plus, pour se remettre dans le rôle de la femme aussi. Donc que papa soit patient et qu'il en discute aussi beaucoup avec maman, avec la maman, avec sa femme. Et nous, avec ma femme, on en a parlé. J'en ai parlé avec elle au bout d'1 mois et demi, 2 mois, parce que à un moment donné, j'ai envie aussi de retrouver ma femme, et pas que d'être papa. Hein. On a aussi envie d'être aussi des fois tous les deux, et c'est pas un truc cruel à dire. Les moments à deux font aussi du bien. Oui. Parce qu'il faut pas se le cacher. Les moments entre mari et femme sont aussi très appréciables. Et juste de parler, de communiquer avec la maman. C'est bien. C'est important. On parle de choses comme avant bébé, parce que c'est toujours des choses qui sont d'actualité malgré tout, même si bébé est là. D'accord. Donc juste communiquer et être patient en fonction de l'évolution de la maman. D'accord. Okay. Voilà, la laisser évoluer à son rythme et ne pas la brusquer, ne pas la forcer. Ok. Est-ce que ce sont des notions que dont vous aviez parlé avant, pendant la grossesse, ou pas? Ou est-ce que la patience et tout ça? Ouais, la patience, tout ce qui va être sexualité et tout. Est-ce que vous en avez déjà parlé un petit peu avant qu'elle accouche, ou est-ce que vous en avez parlé un peu après? On en a parlé au début, après, en fait, on en parlait régulièrement. D'accord. Parce que n'étant pas dans le domaine médical, je sais pas tout non plus. Je suis très loin d'avoir de grandes connaissances dans le médical. On en a plus que moi, donc la discussion avec elle me permettait de comprendre des choses que j'aurais pas pu comprendre sans ces données-là. D'accord. Le fait que
C'est vrai que l'arrivée d'un bébé, le corps de la femme change. La femme, des fois, a du mal à s'accepter aussi parce qu'elle a eu son ventre de grossesse, elle le garde. Donc, elle a du mal à se remontrer tout bêtement comme une femme, de se remettre dans la peau d'une femme, parce que son corps a été changé par la grossesse. Du coup, la maman a besoin de travailler sur ça. Et une fois que maman a travaillé, a fini de travailler, tout reprend son cours. C'est-à-dire que la vie de couple est à nouveau présente comme avant, avec le bonheur de bébé. Voilà, la conciliation des deux. Mais il faut laisser le temps au temps. Hein. C'est très compliqué aussi des fois. Mais ne pas brusquer la maman et la laisser évoluer à son rythme. Et nous, on en avait parlé énormément avant parce que ma belle-mère, qui est aussi dans le domaine médical, c'est toutes ces choses-là aussi parce qu'elle travaille en maternité. Donc, on a eu cette chance-là aussi d'avoir des bons conseils. D'accord. Plus le vécu de personnes dans ma famille, dans ma famille, parce que j'ai des cousins où on est assez proches au niveau des âges et ont vécu la chose pas longtemps avant moi. Donc, on a pu en parler un petit peu et voilà. Oui, il y a quand même, il y a eu quand même un environnement familial qui fait que vous en avez pu parler, vous avez abordé le sujet avant, pendant et après, et avec une communication, effectivement, ça permet de dénouer un petit peu les tensions qui peuvent exister. Voilà, ok, d'accord. C'est ça. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Jérémy, ou est-ce qu'on a fait le tour là quand même un petit peu, je pense? Non, on a fait le tour. C'est juste que en fonction du papa, chaque papa va réagir différemment. D'autres plus poussés que moi, je pense. D'autres beaucoup moins aussi. Que maman et papa soient sur la même longueur d'onde sur ça. Et beaucoup de communication. Énormément de communication. Je suis pas un grand bavard, mais il faut communiquer. De base, je ne suis pas un grand bavard. J'aime pas toujours dire tout, j'aime bien le faire comprendre des fois. Mais la base, c'est d'en parler à un moment donné et c'est très important. Et c'est Moi, de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, j'ai envie de dire, je retiens plusieurs choses, mais je reste sur un mot de la fin qui va être, comme vous dites, patience, compréhension et communication, parce que ça permet de passer les différentes transformations et de la maman, et de la femme qui devient maman, et du père qui devient, de l'homme qui devient père. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit à un moment donné, modération. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment le terme, effectivement. On vit différemment. On passe pas de fêtard à moine, on vit différemment, on vit autrement, mais le socle, c'est vraiment la communication et la communication. Et je pense que voilà. Et si je peux ajouter aussi, être prêt. Se sentir prêt est une chose, mais être prêt est une autre. On se sent prêt d'être père, on se sent prêt d'être mère, mais le vivre, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé ou qu'on pensait vivre comme ça. Ne pas se faire des idées reçues sur la paternité ou la maternité. Chaque personne est différente et chaque personne va la vivre différemment. Donc ne pas se mettre en tête je veux faire ci, je veux faire ça. Ce que j'ai fait pourtant pour la grossesse, c'est du coup c'est ça qui a fait aussi que j'ai eu des moments de frustration pendant la grossesse, quelques moments de frustration à l'arrivée de bébé à la maison et un petit peu de frustration, on va dire, pendant le postpartum jusqu'à temps qu'avec ma femme on reprenne notre vie aussi de couple, mais que de jamais se faire des idées reçues et d'être patient et de prendre le temps. Et de vivre l'instant présent aussi, quoi. De réfléchir avec sa tête, mais pas avec son cœur à ce moment-là. C'est quelque chose de très dur à faire, mais si la personne y arrive, ça se passera encore mieux. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Ben moi, pour une fois, vraiment, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part un grand merci, Jérémy. Honnêtement, je suis vraiment contente du podcast. Alors, lorsque vous disiez que vous n'êtes pas un grand bavard, on a parlé 53 minutes, Jérémy. Donc, je me dis que non. Vous êtes un bavard. Non, je vous taquine. Mais voilà, j'ai vraiment aimé parce qu'on a quand même décortiqué grâce à vous les différents stades avant, pendant la grossesse, bébé est là, le postpartum. Et à chaque fois, vous avez été, j'ai envie de dire, en toute intimité, en toute simplicité, vous avez transmis, vos ressentis, vos conseils, mais sans qu'ils soient des conseils, vraiment plutôt des pistes de réflexion. Et je pense que les papas, les futurs papas qui écouteront, et même les mamans, je pense qu'elles prendront un peu ce qui leur convienne, mais elles prendront l'essentiel qui va être vraiment écoutez, soyez patient, réfléchissez avec votre tête et pas votre cœur, j'ai envie de dire, et puis vivez l'instant présent, quoi.
J'ai envie de dire, c'est le mot de la fin. Ça pourrait être celui-là. Exactement, vivre le moment présent et prendre le temps. Voilà. Le temps, malgré tout, en parallèle, c'est prendre le temps pour retrouver sa vie avec sa compagne, mais de profiter de l'instant avec bébé parce que c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours facile pour le papa quand il travaille. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. C'est les seules choses que je peux rajouter. Voilà. Bon, ouais, Et chaque papa vivra ça différemment et j'espère que le papa sera heureux dans sa manière de vivre ça. De vivre, voilà, sa paternité, sa parentalité. Ok, parfait. Mais merci beaucoup, Jérémy. Je vous dis peut-être à très bientôt. Et encore une fois, voilà, pour tous les papas, pour tous les futurs papas, j'espère, voilà. N'hésitez pas, messieurs, à écouter, à transmettre, à témoigner, parce que c'est important aujourd'hui. On parle beaucoup des mamans. Les papas sont parfois un peu les oubliés. Donc, c'était important de les remettre aujourd'hui un petit peu sous le feu des projecteurs avec Jérémy, parce que voilà, je voulais vraiment qu'il y ait un témoignage de papa pour un peu vous parler de papa à papa. Et merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à très bientôt, Jérémy. Merci à vous aussi, bon après-midi. Merci, au revoir.